Tous les médias sont là. Car l'accusé n'est pas russe, il est américain. C'est un pilote qui est accusé d'espionnage. Son avion de reconnaissance U-2 a été abattu en vol par des missiles antiaériens au-dessus de l'Union soviétique. Il s'en est sorti sain et sauf, mais ce procès risque bien de lui être fatal. Physically, I was all right, but Физически я себя хорошо чувствую. I was nervous, scared. Но я нервничал, боялся. Чего боялся? Just the idea of being over the Soviet Union. Сама мысль о том, что я над Советским Союзом. It's not something that I like to do every day. Mais qui est cet homme qui tente ainsi de sauver sa vie en plein cœur du Kremlin? Nom, Francis Gary Powers. Âge, 31 ans. Emploi, pilote pour le compte de la CIA. Mission, filmer à haute altitude les installations militaires soviétiques. Il est né en 1929, dans le pays minier du Kentucky. Enfant, tous les matins, il avait pour mission d'aller à la mine voir s'il y avait du travail pour son père. Car souvent, dans ces années-là, il n'y en avait pas. Il est le seul garçon d'une famille de 6 enfants. Ses parents, des gens dévoués et résignés, s'étaient jurés que leur fils ne travaillerait jamais à la mine. Il serait médecin. Obéissant, Powers a suivi un cursus préparatoire aux études de médecine, mais s'intéressait beaucoup plus à la course de vitesse. À la fin de ses études préparatoires, il ne voulait plus entendre parler de médecine. Enfant, il avait fait son baptême de l'air dans un biplan lors d'une fête foraine. C'était décidé, il serait pilote. La guerre de Corée lui offre alors une chance inespérée. Il s'engage dans l'armée de l'air en 1950, devient vite lieutenant et tout indique qu'il va faire une carrière d'officier d'aviation. Il reçoit d'abord une formation de photographe, puis s'oriente très vite vers le pilotage. Mais il arrive trop tard pour combattre en Corée, et il en est déçu. Powers devient donc pilote de F-84, des avions particulièrement performants, capables de frappes aériennes au-delà du rideau de fer en cas de guerre. La peur d'un conflit nucléaire s'est emparée des États-Unis depuis que les Soviétiques ont fait exploser leur première bombe atomique en 1949. Dans les années 50, l'Amérique est saisie par l'hystérie de la guerre froide. Même les enfants des écoles apprennent à se protéger contre une éventuelle attaque. He did what we all must learn to do. You and you and you and you. Duck and cover. Les Américains aimeraient bien en savoir un peu plus sur l'arsenal nucléaire soviétique. Mais ils n'ont presque pas d'agents sur place capables de les renseigner. Le président Eisenhower donne alors son feu vert pour la construction de l'U-2, un nouvel avion espion, capable de voler à une altitude telle qu'elle le met hors de portée des bombardiers et des missiles soviétiques. L'U-2 est conçu et construit en 8 mois à peine, dans l'usine secrète de Lockheed, à Burbank, en Californie. Il peut voler à plus de 20 000 mètres d'altitude. Et il ne ressemble à aucun autre avion. Avec 25 mètres d'envergure, ses ailes sont si longues qu'elles ont tendance à faire osciller l'appareil lorsqu'il est à l'arrêt.
Pour pouvoir rouler sur la piste ou décoller, il doit être équipé de 2 supports à la base des ailes, supports qui se détachent dès que l'avion a quitté le sol. Il lui faut moins de 300 mètres pour décoller et il peut s'élever à un angle de 45 degrés. Son autonomie est de 8000 km. Il peut voler jusqu'à 11 heures de rang, car ses moteurs se mettent en veilleuse et il peut alors profiter des courants ascendants et planer en silence. La CIA, qui est chargée de l'exploiter, en a déjà commandé 20 à Lockheed. Et elle passe toute l'armée de l'air au peigne fin à la recherche de pilotes compétents à qui elle propose un salaire 3 fois supérieur à leur solde. Parmi ces recrues, Francis Gary Powers, le fils de mineur qui rêve d'aller toucher le soleil. Août 1956. Francis Gary Powers arrive grossir les rangs des soldats américains envoyés en Turquie, laquelle vient d'adhérer à l'OTAN. Les rues grouillent d'uniformes américains. Secrètement, la CIA a installé ses avions espions U-2 sur la base aérienne d'Incirlik, sous prétexte de recherche météorologique. Powers ne s'y plaît guère, cantonné avec son épouse qui s'étiole dans une caserne minuscule entourée d'une campagne hostile. Le couple est au bord du divorce. Au cours des 4 années qui suivent, Powers accomplira 27 missions d'espionnage, dont plusieurs au-dessus de l'URSS. Les pilotes de U-2 volent dans des conditions très inconfortables. Ils portent des combinaisons en caoutchouc très serrées pour se protéger des baisses de pression à haute altitude. 2 heures avant le décollage, ils doivent respirer de l'oxygène pur pour se protéger de la maladie des caissons. Les U-2 sont équipés d'appareils photo ultra performants, mis au point par le père du Polaroid, Edwin Land. Ils sont chargés d'une pellicule mylar ultra mince, longue de 3500 mètres. Et depuis 22 km d'altitude, ils peuvent prendre des clichés panoramiques particulièrement nets, d'une superficie de plus de 150 km, ou des gros plans comme celui-ci, montrant des emplacements de parking peints sur le sol. Les photos prises par les Américains au-dessus de l'URSS révèlent que leurs craintes étaient exagérées. Les Russes sont beaucoup moins bien équipés que prévu en missiles de longue portée et en bombardiers. Et Eisenhower se dit qu'un dégel des relations est désormais possible. Septembre 1959. Nikita Khrouchtchev est le premier chef de gouvernement soviétique à se rendre en Amérique. Les 2 superpuissances conviennent d'organiser un sommet à Paris le 16 mai 1960. Tandis que les Français préparent ce sommet, Eisenhower se trouve face à un dilemme. La CIA insiste pour envoyer d'autres U-2 survoler l'Union soviétique. Elle veut en savoir plus sur de nouveaux missiles à longue portée. Le président américain craint qu'un faux pas ne fasse échouer son sommet. Mais le directeur de la CIA, Allen Dulles, le rassure. Même si les soviétiques touchaient un U-2, celui-ci se désintégrerait purement et simplement. Toutes les preuves compromettantes disparaîtraient, y compris le pilote. Et le président finit par céder. Il autorise cette mission, non sans fixer une date limite. Aucun vol ne devra être effectué après le 1er mai 1960, c'est-à-dire 16 jours avant le sommet de Paris. Un seul vol de reconnaissance est alors programmé juste avant la date fatidique. Le pilote s'appelle Francis Gary Powers. Mais la mission est repoussée jusqu'à la toute dernière minute, en raison du mauvais temps. 1er mai 1960. Le temps se dégage. Powers décolle.
Dans 6000 km, il atteindra l'Union soviétique. En plein cœur de l'URSS, au-dessus de la ville de Sverdlovsk, non loin de la base ultra-secrète qui abrite les bombes A, son avion U-2 est la cible des tout nouveaux missiles soviétiques à haute altitude. Powers ressent un choc, puis il voit l'éclair orange que produit un missile qui le frôle. Il perd alors le contrôle de son appareil. Celui-ci se met à vibrer, à perdre de l'altitude, puis soudain ses ailes se brisent. Powers ouvre son cockpit. L'appel d'air le projette aussitôt à l'extérieur de l'habitacle. Il se souviendra plus tard de n'avoir pu atteindre les commandes qui lui auraient permis de détruire le matériel photo ultra secret. Il s'en sort indemne. Son parachute s'ouvre au moment où l'avion touche le sol. « 1er mai 1960. À Moscou commencent les grands défilés du 1er mai. Dans la tribune d'honneur, construite au-dessus de la tombe de Lénine, on avertit Nikita Khrouchtchev qu'un missile soviétique vient d'abattre un avion espion américain près de Sverdlovsk. Khrouchtchev apprend également que le pilote est vivant et qu'il est en route pour la Loubianka, la prison du KGB. Il décide alors de faire payer cet affront aux Américains et proclame devant le Soviet suprême qu'un avion américain a été abattu au-dessus du territoire soviétique. Американский самолет пересек нашу границу, было выполнено, самолет был сбит. De son côté, le président Eisenhower fait diffuser un communiqué de presse selon lequel un avion météorologique U-2 s'est perdu au-dessus de la Turquie. Samedi 7 mai, Khrouchtchev referme son piège. Triomphant, il déclare au Soviet suprême « Nous détenons les débris de l'avion, ainsi que le pilote, qui est en pleine forme. » Et bien décidé à tirer parti de cette affaire, il invite les journalistes à venir voir l'épave de l'avion U-2 exposée dans le parc Gorky. Parmi les pièces à conviction, les appareils photo, la trousse de survie de Powers, le siège éjectable et la seringue de poison prévue pour que le pilote puisse se suicider. Cette fois, les Américains sont bel et bien coincés et obligés de reconnaître qu'ils espionnaient. Mais le département d'État soutient que le président n'était pas au courant. Puis Eisenhower crée la surprise en revendiquant l'entière responsabilité des vols U-2. No one wants another Pearl Harbor. This means that we must have knowledge of military forces and preparations around the world, especially those capable of massive surprise attack. Paris, 16 mai 1960. Le sommet tant attendu s'ouvre enfin. Eisenhower s'y présente, confiant. Mais dès son premier discours, Khrouchtchev, très sûr de lui, s'en prend violemment aux Américains. Если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будете укать. Il exige l'arrêt des vols U-2 et les excuses d'Eisenhower. Pour le président américain, ce serait l'humiliation. Eisenhower s'engage à faire cesser les vols, mais refuse de faire des excuses. Khrouchtchev quitte alors Paris, fort d'une immense victoire médiatique. Le sommet est terminé. 17 août 1960. Khrouchtchev parachève son entreprise de propagande avec un procès spectaculaire. L'Union soviétique contre Francis Gary Powers. Les parents de celui-ci arrivent à Moscou, aux frais du magazine Life. Barbara Powers, sa femme, est là également, accompagnée par un agent de la CIA.
Defendant Powers, Понятно ли вам предъявленные вам обвинения? have you understood the indictment? Yes. Да. Признаете ли вы себя виновным в этом? Do you plead guilty to the charges listed? Yes, I plead guilty. Да, признаю себя виновным. Pendant tout le procès, Powers tente de dissimuler le maximum d'informations aux soviétiques. Il se présente comme un simple pilote et non comme un espion, un auxiliaire payé pour piloter un avion. Il sait qu'il risque la peine de mort. Dans sa dernière déclaration, il fera tout pour sauver sa vie. I realize that I've committed a grave crime, and I realize that I must be punished for it. Я сознаю, что совершил тягчайшее преступление и заслужил за него наказание. I plead with the court to judge me not as an enemy, but as a human being who is not a personal enemy of the Russian people. Который не является личным врагом русских людей. And who is deeply repentant and profoundly sorry for what he has done. И который глубоко осознал свою вину. Thank you. Благодарю вас. Суд установил, что американский шпион-летчик Фрэнсис Гарри Пауэрс... Au bout de 6 heures, les juges rendent leur verdict. Powers est condamné à 10 ans, 3 en prison, le reste en camp de travail. Berlin, 10 février 1962. Le cauchemar de Powers se termine aussi subitement qu'il a commencé. Le pont de Glienicke qui relie l'Est et l'Ouest va devenir le célèbre pont des espions. Ici, par un matin d'hiver glacial, les Soviétiques échangent Powers contre un maître espion du KGB, le colonel Rudolf Abel. Les deux hommes traversent le pont sans échanger le moindre regard. Après 20 mois de captivité, Powers est enfin libre. Mais son euphorie sera de courte durée. À Washington, Powers est convoqué devant une commission du Sénat. Et il est stupéfait d'apprendre que bon nombre d'Américains croient qu'il a trahi son pays. Il veut que le public sache qu'il n'avait pas reçu l'ordre de se suicider en cas de capture et qu'il a réussi à cacher un grand nombre de secrets aux Soviétiques. Pour finir, la commission d'enquête déclare que Powers s'est montré à la hauteur de son devoir d'Américain. Mais Powers, lui, s'interroge, est-il vraiment lavé de tout soupçon? Il lui tarde de recommencer à piloter. Il quitte la CIA pour Lockheed, où il teste les avions. Au début de 1963, il rompt avec sa femme Barbara et se remarie avec une ancienne employée de la CIA, Sue Downey. En 1970, Powers publie un livre polémique, Opération Overflight, dans lequel il critique la CIA. Il est aussitôt licencié par Lockheed et découvre alors que c'est la CIA qui payait son salaire depuis 6 ans. Il devra attendre 1973 pour retrouver du travail comme pilote. Cette fois pour des stations de télévision et de radio de Los Angeles, où il donne des bulletins sur la météo et la circulation. Mais le 1er août 1977, c'est la panne sèche. À 5 km des usines Lockheed de Burbank, à l'endroit même où avaient été fabriqués les U-2, son hélicoptère en perdition s'écrase sur un terrain de sport. Powers et son caméraman sont tués. C'était un pilote, pas un espion. Et le malaise que lui a causé son aventure ne l'a jamais quitté. Il repose ici, au cimetière national d'Arlington. Les mots de son ancien chef Allen Dulles pourraient lui servir d'épitaphe. Sa mission était particulièrement dangereuse et il s'en est acquitté plus qu'honorablement.